Merci beaucoup. Et merci d'être venu. Et merci aussi à Zerm de m'avoir invité. Et du coup, vous m'entendez ou pas? Ça va? Du coup, je vais pas parler d'une série de peintures en particulier, mais j'ai fait plusieurs ensembles où à chaque fois il y a une idée du futur, peut-être pas, mais en tout cas, c'est compliqué de parler du futur parce que la peinture, c'est l'art plastique le plus vieux qu'on connaisse. Donc c'est un peu antinomique et en même temps, il y a un débat sur ça parce qu'on pense que le fait de mettre quelque chose, de représenter quelque chose en deux dimensions ou d'utiliser des surfaces, ça vient mentalement, ça vient après le volume, parce que quand on représente quelque chose, a priori, il est en volume, et du coup, le dépeindre sur une surface, ça demanderait un effort intellectuel plus grand, plus c'est moins spontané, mais en fait, dans l'archéologie, elle dit que on trouve, la paléontologie montre qu'on on découvre d'abord des dessins. Et du coup, voilà, je vais parler du temps, le temps et un peu de la nouveauté aussi, parce que, par exemple, pour Héraclite, le temps, c'est comme un fleuve, et on rentre jamais deux fois dans le même fleuve, parce que le fleuve, entre-temps, a coulé. Donc, quoi qu'on fasse, ça sera quelque chose de nouveau. Donc ça évacue la question d'essayer de faire des trucs nouveaux, et parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça sera jamais fait. Et ça s'oppose un peu à la vision du temps de Nietzsche, qui est sous forme de boucle, où en fait le temps est cyclique, et tout est déjà là, en fait, et on fait que redécouvrir des choses par cycle historique. Et du coup, dans ce cas-là, l'art, ça serait un peu... ça nous dit un peu où est-ce qu'on en est sur la boucle, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça déclin sensible, c'est parce que ça parle de sensibilité, parce que c'est de la peinture, et en même temps on sent un léger déclin. Il y a plein de philosophes déclinistes maintenant qui disent qu'on a passé l'apogée de notre civilisation et on est en train de descendre. Et du coup voilà, c'est l'art, du coup c'est un symptôme. Et l'art, et je vais parler aussi de plusieurs arts et des avant-gardes qui voulaient un peu mélanger les formes d'art. Du coup, je vais commencer par parler de mes premières peintures que j'avais fait aux Beaux-Arts, et qui étaient un peu le résultat d'une frustration de pas pouvoir... qu'il y ait un décalage entre les expériences esthétiques qu'on a dans la vie courante, et les expériences qu'on a devant les productions plastiques. Et je trouvais que dans la vie, il y avait des choses, il y avait des moments il y a Tony Smith qui en parle très bien. Il y a des moments qui sont beaux, qui sont forts esthétiquement, sans intervention de l'art, en fait. Il décrit un voyage en voiture sur une autoroute désaffectée, où en fait ils allaient super vite, et il a une forte impression esthétique. Et du coup, moi, à ce moment-là, j'avais cette même frustration, et je voulais essayer de représenter une journée dans une peinture. Et c'était mes premières peintures. Et ça, par exemple, c'est parce que j'étais aide-soignant à l'hôpital Saint-Antoine. C'était mon job un peu. Et du coup, j'avais divisé la peinture en deux, et en haut, j'avais représenté des scopes. Donc c'est des écrans où on voit un peu les... On va monter ça. On voit un peu les paramètres du patient. Et en bas, il y avait une sorte de patient, mais ça faisait un peu des montagnes aussi sur un brancard. Et du coup... yes.
Ouais. Et du coup, voilà. Alors ça, c'est sur le même principe. Il y avait un patient comme ça, mais en fait, c'était vachement sur le milieu hospitalier aussi et sur toutes les espèces de mobilier dont personnes qui sont hyper utilitaires, donc qui sont faits pour aller hyper vite et pour pas être regardé en fait. Et moi, comme quand je glandouillais un peu dans l'hôpital, j'avais le temps de m'attarder un peu sur des détails, de prendre des photos que je transformais après en peinture. Et du coup, c'est aussi une expérience du temps qui est particulière parce que ça fait appel, l'hôpital, ça faisait appel au stress et à l'urgence. Et du coup, les endroits, ils sont conçus au départ par des archis et puis ils sont agencés. Et au final, ils sont utilisés d'une manière qui est complètement, souvent pas du tout celle qui était prévue. Et du coup, ça me fascinait pas mal. Voilà, donc ça c'était vraiment au début. Ah oui aussi, et je faisais des toiles parce que au départ je filmais tout ça et je faisais des photos. Mais j'étais dans un atelier de peinture aux Beaux-Arts et j'avais compris que les profs s'intéressaient pas à ce qu'on faisait si on faisait pas des peintures sur des tableaux. Donc ça m'a un peu forcé à le faire. Avant, j'avais pas peint, mais du coup, ça m'a plu. Et c'est là que ça a commencé. Mais c'était pas vraiment une vocation depuis que j'ai 5 ans ou je sais pas quoi. Enfin, ça a vraiment commencé par un malentendu, quoi. Et donc ça, c'est une fresque. Donc c'est de la peinture à fresco sur un mur. C'était un atelier de fresques, un peu comme les maîtres italiens faisaient des fresques. Et bon, ça après, c'est quand j'entrais chez moi. C'était un peu, voilà, il y avait plein d'essais. Voilà, et après, en fait, du coup, ces séries-là, ça a commencé à perdre un peu en énergie, du coup. On avait des cours théoriques et on avait des cours sur les avant-gardes artistiques et sur il y avait tout un cours sur les fantasmes de mêler les différentes formes d'art et les principes de synesthésie et tout ça. Ça, c'est une image du premier happening, la première performance artistique, qui était en fait une danse d'un chorégraphe qui s'appelle Merce Cunningham, avec une musique de John Cage. Et il y avait des peintures de Rauschenberg sur lesquelles étaient projetés des trucs. Il n'y a pas beaucoup de documents sur ce mais c'est historique parce que c'est le premier un peu happening référencé, même si le mot existait déjà avant. Et là, il y a la définition de happening. C'est un événement exalté dans lequel le mouvement et l'activité sont intensifiés pendant un temps limité et où les gens s'assemblent à un moment donné pour une action dramatique. Et en fait, moi, je voyais vraiment le fait de faire de la peinture comme ça. Et avec un ami, on voulait faire une peinture un peu comme un morceau de musique et se donner un temps limité. Donc ça, c'est des peintures qu'on faisait en une journée ou deux, à deux, avec un peintre qui s'appelle Safir Shraga. Et du coup, nous, on voyait vraiment ça à ce moment-là comme... on trouvait que c'était un peu le futur parce que du coup, on était deux auteurs. Dans la peinture, c'est hyper... voilà, et souvent dans l'archi aussi, j'ai l'impression il y a un auteur de bâtiment et il y a un auteur de l'œuvre. Et même s'il y a plusieurs personnes qui ont travaillé, on a besoin d'avoir un nom sur quelque chose. Et là, du coup, c'était un peu naïf, mais on croyait que c'était nouveau de faire des peintures à plusieurs, alors qu'en fait, ça se fait depuis la Renaissance. Mais il y a toujours un nom qui s'impose. Et aujourd'hui, il y a des artistes qui travaillent à deux, en co-signant, comme Gerd C.U.V. Tobias en Allemagne, ou des trucs comme ça. Mais nous, on ne le savait pas. Et aussi, après, on nous a parlé de la mort de l'auteur, de Roland Barthes et tout ça, qui voulait faire une littérature qui serait indépendante des problèmes d'auteur pour pouvoir évoluer, s'émanciper en fait de la personne qui écrit, parce que trop souvent elle est associée du coup au narrateur, etc. Donc c'est pareil au peintre, on associe son œuvre à lui, et du coup ça empêche une certaine neutralité. On a besoin de trop de biographie, donc voilà, donc on était très contents. Et
voilà, en même temps, on était fan de Matisse, donc on voulait faire mieux. C'était un peu ambitieux, mais du coup, il y avait le principe de danse et tout, et puis nous, c'était un peu comme une danse, parce qu'on avait le droit d'effacer ce que l'autre il faisait et tout, donc ça m'a vraiment excité. Et aussi, on était vraiment dans un état de happening, plus ou moins, parce qu'il y avait toujours des gens qui traînaient, il y avait un peu un public. Et alors ça, c'est une toile que j'ai fait avec un autre peintre qui s'appelle Charles Asquette, qui c'est un peu un personnage, comme ça, c'est un peu romantique, un personnage qui tombe dans le paysage, mais c'était un peu le même principe. Et après, donc on avait fait ça c'est des images bon voilà, c'était un peu babos aussi. C'était très babos. Et donc ça c'était une expo aux Beaux-Arts. Et après ça c'était dans un squat où on avait aussi peint les murs autour. Et ça c'est il y a une toile en haut, c'est à partir d'une photo de Claude Monet. Et en même temps, on avait fait un peu des peintures inspirées de plein on avait essayé de faire des sortes de colonnes, mais bon, on devait se dépêcher parce que le bâtiment allait être détruit le lendemain, enfin vidé. On n'avait pas beaucoup de temps. Ça, c'était Adam et Ève, avec le serpent à droite. Voilà. Et voilà, ça, c'était l'expo. On voit des sculptures. Voilà. Et c'était pas forcément la qualité, pas énorme, mais il y avait une énergie voilà, que moi je trouvais forte. Et c'est un peu le peintre qui s'appelle Jasper Jones qui dit que la peinture est terminée quand l'énergie est épuisée en fait. Donc lui il s'encombre pas d'avoir tellement fini, c'est juste quand il sent qu'il y a plus l'énergie, elle est passée dans le tableau, il le laisse. Et nous on faisait ça. Voilà. Je sais pas si j'ai tout dit. Donc ouais, ça c'était pour l'état d'excitation. Il y avait voilà, ah oui, il y a un autre truc, mais je vais en parler après en fait. Alors après, je suis sorti des Beaux-Arts et j'ai fait enfin là je tape un peu une période, mais voilà, je me disais, il faut faire une peinture un peu sérieuse et tout, parce que je parlais avec des galeristes et tout ça, ils me disaient, il faut que ça soit un peu bien fait, il faut que tu représentes des espaces et tout. Là, justement, la peinture d'architecture, ça marche pas mal. Il y a beaucoup d'artistes qui s'en servent. Il y a, comme en France, il y a Eva Nielsen qui représente des espaces, il y a Farah Atassi, il y a plein de gens qui représentent des espaces vides, en fait. C'est très dans le zeitgeist, c'est très présent. Et moi, je trouvais ça, et je trouvais qu'il fallait faire une série de peintures aussi, parce que je faisais des peintures toutes différentes les unes des autres. Et du coup, je me suis souvenu que j'avais un peu grandi à la Défense, à Courbevoie, là où habitent mes grands-parents. Et je me suis dit, fais une peinture sur la Défense, parce que voilà, ça c'est le pouce de César. Et ça, c'est moi qui fais du roller à la Défense. Et en fait, c'est parce qu'il y avait un truc graphique aussi dans le fait de faire du roller, parce que c'est une sorte de... La Défense, c'est pas vraiment c'est une architecture un peu totale, comme ça, de dalles, qui a, contrairement à la Cité Radio, ça n'a jamais même été une utopie, ça a direct été une sorte de dystopie, un truc assez infernal, et avec des routes en sous-sol et tout ça, et très difficile à arpenter à pied, parce que c'est immense, et c'est une dalle immense, donc en roller, c'est parfait. Et donc moi, j'avais vraiment l'impression de dessiner en me déplaçant. Enfin, après, j'avais eu cette idée, m'a fait une série sur la Défense, prendre des photos. Et comme ça, tu pourras faire une expo un peu sérieuse avec des lignes droites et tout. Et voilà. Mais je me suis un peu embêté en le faisant après. C'est marrant parce que c'est marrant parce que voilà, ça, il y a un reflet, il y a des vitres et tout. Ça, c'est un peu des bâtiments, mais j'aimais bien le faire, mais quand même, je sentais que je m'éloignais un peu de cette énergie qu'il y avait auparavant. Mais quand même, c'était structurant parce que c'était structuré tout simplement, quoi. Mais là, c'est à l'intérieur du CNIT. Bon, voilà, c'est ma préf. Et il y a, en fait, il y a très peu de tableaux que j'estime encore aujourd'hui vraiment
pouvoir garder, mais c'était important parce que c'est un truc fait de frustration. Et aussi quand on sort des Beaux-Arts, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, si on doit être un artiste sérieux. On est encouragé aussi à présenter un travail fini, alors que nous-mêmes, on n'est pas tellement fini. Et voilà. Alors, donc après, je me suis dit qu'il fallait quand même, la peinture que j'aimais, c'était plutôt une peinture colorée. Et comme au départ, c'était vraiment Matisse, Matisse, j'aimais pas du tout. Après, j'ai eu un cours sur Matisse. Il faut lire les écrits de Matisse aussi, c'est fascinant sur sa façon de réfléchir à la peinture et tout. Et comment dire, comme je m'étais bien embêté pendant un an, j'avais envie de faire des images où il y avait à nouveau de la couleur et où il y avait à nouveau aussi mes intérêts pour la peinture, parce que dans les peintures du début, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez vu l'expo de David Hockney à Beaubourg, ou un peintre même américain qui s'appelle Philip Guston, et tout ça, il y avait aussi un côté un peu expressionniste et coloriste. Et du coup, je voulais revenir vraiment à ça, parce que sinon, j'arrivais pas à travailler, en fait, j'étais trop lent. Et j'avais besoin de ça pour que ça me donne un peu d'énergie, en fait, que le travail ne fasse pas que me prendre de l'énergie, mais qu'il m'en donne aussi un peu, parce que c'est normal, sinon on peut rien faire, quoi. Et du coup, je me suis dit, et en même temps, quand j'avais fini les Beaux-Arts, après j'avais fait un peu de temps à Sciences Po, j'avais passé le concours et tout, et j'avais fait les réunions de pré-rentrée pour faire de la com à Sciences Po. Et finalement, je l'ai pas fait, mais je suis pas allé. Mais du coup, pendant les réunions, il y avait vachement de provoques et tout, parce que il y avait pas beaucoup de gens qui étaient pris en venant des Beaux-Arts et tout ça. Et les profs nous disaient, ouais, mais ça va pas être la poésie et tout, tu vois. Il faut savoir combien de pruneaux on met avec le yaourt pour le pack shot, parce que sinon ça se vendra jamais. Il en faut pas 3, il en faut pas 1, il en faut 2, donc tu dois comprendre pourquoi il en faut 2. Et du coup, j'ai vu plein d'images comme ça de pubs, un peu horribles, avec des messages agressifs aussi, mais qui avaient des qualités de comprendre les besoins des gens, mais après pour mieux rentrer dans des failles, en fait, comme par exemple les pubs. Je sais pas si vous connaissez les pubs pour Wall Street English, avec je sais pas, il y a écrit I speak English, il y a écrit I j'ai mal, genre, enfin comme si tous les Français parlaient pas du tout bien anglais, mais ce qui est un peu le cas. Mais du coup, c'est vraiment jouer avec les faiblesses, avec comment dire, les complexes, en fait, des gens, pour leur vendre quelque chose. Et du coup, moi j'essaie de faire des images. Ça, c'est une pub carrément agressive, mais il y a des images aussi qui sont très... je vais appeler ça des images empathiques, mais c'est peut-être pas un très bon mot. Mais voilà, c'est des images douces, à partir de photos que moi j'avais prises, et dont je pensais qu'on pouvait facilement se reconnaître dedans, et il y avait pas... Je m'interdisais de mettre des données de temps et de lieu, et pour que, en fait, ça soit extrait du contexte temporel, justement. Donc ça pourrait être dans le futur comme dans le passé, comme dans... En tout cas, ça peut pas être daté. Et voilà, donc je vais vous en montrer. Donc ça, c'est une photo. Ça, c'est une photo de mes parents, mais qui me faisait beaucoup penser à une pub. Et du coup, c'était une sorte de passé un peu idyllique. Et au début, je voulais parler de ça, je voulais parler de la génération de mes parents qui avaient l'air de vivre dans une sorte de paradis. Et ça, c'était au Sénégal, parce que j'avais grandi là-bas. Et après, le déclin. Et en fait, je voulais dire que le déclin était propre à chacun de nous. En fait, de toute façon, on vieillit, on décline. Je ne sais plus qui a dit qu'à 16 ans, on est fait, et après, on fait que décliner et répéter tout ce qui nous est arrivé dans notre adolescence. Je pense pas que c'est vrai, mais je
Je pense que l'idée que notre société décline, c'est beaucoup porté par des vieux, des personnes âgées, pardon, et que du coup, c'est pas forcément vrai. Enfin, tu vois, il y a un truc où je les crois pas, quoi. Du coup, je parle pas de ça, en fait. Voilà. Alors ça, c'est... ça pourrait être... Du coup, après, je me suis rendu compte que ça pourrait être une pub pour Nutella, mais ça, c'est une image source de une peinture que après j'ai faite comme ça, mais je l'ai vraiment... L'image, elle est vraiment un peu brushless, quoi. Tu vois, j'ai enlevé plein de trucs, mais ça reste assez doux. Et assez vif en même temps, sur les couleurs. Là, j'étais vraiment aussi imprégné par un peintre qui s'appelle Alex Katz, qui est un peintre contemporain, et aussi beaucoup de peinture moderne, pas mal de Bonnard, parce que à ce moment-là aussi, j'étais gardien au Centre Pompidou, à Beaubourg. J'étais gardien de salle, donc j'étais dans les collections modernes. Donc voilà, là, on n'est pas dans les grandes avant-gardes hyper ambitieuses, mais on est quand même avec des peintres qui avaient une liberté très nouvelle. Et j'étais plus fasciné par ça que par les collections contemporaines, par exemple. Me touchait moins. Voilà, donc ça, c'est un peu les trois versions. C'est pour vous montrer aussi comment ça, c'est une image de départ. Et après, en fait, je la redessine complètement. Et du coup, ça peut donner je peux changer de point de vue, ça, c'est un peu magique. On peut faire des aberrations, on peut changer de point de vue, mais comme c'est de la peinture, ça passe, en fait. Même si on voit, c'est pas très grave, on n'ose rien dire. Et voilà, ça c'est une cabane à oiseaux aussi, une image bien très douce, avec l'image source. Voilà, moi j'aimais beaucoup le côté paisible des petites plantes qui poussent, tout ça, mais il y a quand même un ciel un peu inquiétant, c'est-à-dire il y a un ciel un peu qui irradie. Et voilà, et j'avais rendu les plantes un peu plus inquiétantes, je pense. Donc c'était un léger... il y a des petites agressions, mais c'est très, très subtil. Ah oui, et ça c'est une peinture que j'ai faite donc, à partir de la photo de mes parents, qui est au début, où on voit qu'il y a un peu des arbres et tout ça. Je me suis dit, je les verrais bien faire une sorte de feu de camp là, à gauche. Et du coup, j'ai pris des canettes et des bouts de bois et tout ça, et j'ai refait dans mon atelier un petit sorte de faux feu de camp. J'ai pas de photo de ça. Mais c'est pareil, c'est un peu une image où j'espérais qu'on puisse s'imaginer autour du feu, quoi. Voilà, ça c'était ma copine. Donc je l'avais fait. Après, j'avais changé le fond. Je trouvais que c'était pas mal la balançoire et tout, mais c'était un peu trop. J'avais quand même bien envie de l'enlever. Et puis j'avais envie qu'il y ait un horizon, comme si elle allait vers un horizon. Donc c'est devenu ça. Donc après, il y a des gens qui m'ont dit ah mais c'est la Bretagne, je connais très bien. C'est mais en fait pas du tout. Et mais je pense que c'est assez peu identique parce qu'il y a de l'herbe mais voilà. Ça c'est une autre bon, je sais pas pourquoi elle est comme ça l'image. Voilà. Mais on comprend. Donc ça c'était j'avais fait ça c'était un concours où on devait faire une peinture alors ça c'était vraiment le futur, fallait faire une peinture en une journée à Évreux donc c'est en Normandie et du coup c'est comme on dit dans le rugby, il faut faire des fondamentaux, il faut revenir sur ces fondamentaux. Du coup j'avais fait un mix de tout, j'avais fait une sorte de nature morte avec une fille qui s'en va, j'avais pris les trois trucs que j'avais dans la mémoire et je l'ai fait parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir d'image et tout. C'était assez marrant.
Et voilà. Et ça, ça c'est le ciel dont une critique a dit que c'était apocalyptique. Et du coup, c'est ça qui a donné ça. Parce que, par exemple, cette fille-là, elle part au loin. Et c'est en fait en Antarctique, il y a Herzog qui a fait un film là-dessus. Les pingouins, des fois, ils partent tout droit vers le vide et ils reviennent jamais. Donc il disait que c'était très mortifère en fait de voir quelqu'un qui part au loin vers la mer. Cette fille disait que c'était clairement une toile de suicide. Alors, pourquoi pas. Ok, donc ça c'est une autre image source. J'avais pris en fait c'était un atelier. J'avais fait une résidence à Châteauroux dans un lycée agricole. Et alors ça aussi c'est une idée très 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 futuriste. Après j'arrête avec le futur, mais c'est dans les lycées agricoles, il y a un budget pour la culture. Et les élèves, ils ont des cours spéciaux qui s'appellent cours d'éducation socio-culturelle. Et en fait, c'est André Malraux qui a dit à un moment que la culture et l'agriculture devaient se rencontrer. Et c'était pour un peu que les agriculteurs qui sont super occupés avec dans leurs exploitations, ils aient très tôt une notion de comme souvent c'est des fils d'agriculteurs, etc., qu'ils aient une notion de l'émancipation possible et voilà. Enfin, c'était assez artificiel comme association, mais au final ça a donné le fait que par exemple il y a des artistes qui peuvent aller en résidence dans des lycées agricoles. Là il m'avait donné une salle de classe, du coup c'était mon atelier. Et à un moment il y avait un beau coucher de soleil, donc je l'ai pris en photo. Et après j'ai fait cette peinture. Voilà, qui est un peu dans le même principe, assez lumineuse comme ça. Puis j'aime bien le truc en plastique là, les portants de fenêtres et tout ça. Et ça s'appelle Porte-Fenêtre à Châteauroux. C'est un peu une référence à Matisse. Ça fait une toile presque abstraite qui s'appelle Porte-Fenêtre à Collioure pendant la guerre. Alors ça, bon, c'est pas ça aussi c'est Matisse, hein. Mais il n'y a pas que lui, hein, mais quand même c'est important pour moi. Ça s'appelle l'Atelier Rouge. Et j'avais envie de faire la même chose, presque. Enfin, avec cet atelier-là que j'avais. Donc, voilà, ça plus ça égale ça. Et voilà, ça c'était un peu mon... Du coup, j'avais bien ce principe qu'il y ait des tableaux dans le tableau et des petites anecdotes. Enfin, c'est aussi un prétexte pour représenter ses recherches et ses intérêts. Mes recherches, mes intérêts actuels, ils étaient représentés dans cet espace dans lequel j'avais passé beaucoup de temps, enfin à Châteauroux. C'était un endroit quand même assez déprimant. Mais j'ai appris beaucoup de trucs, mais c'était très déprimant. Et en plus, je retournais à l'école, donc ça, c'était pas mon endroit préféré à la base et tout, et c'est toujours pas. Et je devais y passer 3 mois parce que c'est dans le contrat de la résidence et tout ça, donc c'était vraiment solitaire. Voilà. Et alors là, on passe sur un autre truc, j'ai peur d'aller trop vite. Là, on passe sur une autre préoccupation que j'ai eue. Donc ça, c'est un peu une transition parce que à un moment, je me suis rendu compte que mes peintures, ça passait vraiment par un vrai plaisir. Déjà par le plaisir, pour commencer, et par un plaisir d'observation et parfois de composition ou de représentation. Et ça, c'est une peinture qui s'appelle Masque, parce que c'est l'arrière d'un camion, et j'ai bien aimé faire le reflet et tout ça, mais ce qui m'a frappé à un moment dans l'arrière des voitures et des camions, c'est que c'était aussi un peu un masque africain. Quelque part, il y a des yeux, il y a les phares, ça fait des yeux, il y a un gros front comme ça, et puis il y a la bouche avec une espèce de moustache ou des dents, on ne sait pas trop. Et donc d'un seul coup, j'avais vu un visage là-dedans, et c'est pour ça que ça se voit pas forcément, mais la toile, elle s'appelle Masque. Donc
c'est fait pour que le regardeur il voit qu'il cherche le masque. Et du coup, ça a ajouté une forme d'intention qui, dans la composition, de guider un peu le regardeur, où avant, je le laissais vraiment libre avec l'image, un peu sans aide, comme ça, et juste peut-être dans la jouissance, s'il aimait bien de l'image, ou alors dans l'indifférence, peu importe, mais... Enfin, si, ça importe, mais c'est pas grave. Mais du coup, là, j'avais envie de donner des titres pour la première fois pour que on sache ce que je veux qu'on voit dans le tableau. Donc là, je faisais un masque. Et bon, après, c'est pas important, ça, c'est pas comme si j'étais derrière les types à dire t'as vu, il y a un masque et tout, mais au moins, il y a une trace de ça. Et du coup, après, c'était un peu les prochaines toiles, c'est des compositions qui sont faites à partir de plusieurs images. Et alors là, je vais reparler un peu d'une avant-garde que j'avais vue quand j'étais en cours aux Beaux-Arts, qui était importante pour moi, où en fait, c'était une autre tentative de mêler un peu tous les arts. Je ne sais pas si vous connaissez le Black Mountain College. Donc en Caroline du Nord, ça a commencé en 1933. Et il y avait un architecte qui enseignait là-bas qui s'appelait Buckminster Fuller, qui a inventé le principe de géode et de dôme géodésique. Donc ça me plaisait parce que lui, il avait une idée que les maisons devaient être mobiles et les voitures pouvoir voler et tout en dépensant pas beaucoup d'énergie. Par exemple, ça c'est pas du tout Buckminster Fuller, mais ça par exemple c'est une carte qu'avait fait Buckminster Fuller parce qu'il trouvait que sur la projection au Mercator, les planisphères qu'on a d'habitude, les continents sont pas à l'échelle, et il a trouvé un moyen de déplier une carte pour que là sur cette carte tous les continents sont à l'échelle, et il y a une forme d'équité. Ça s'appelle Dimaxion. Toutes ces œuvres s'appellent Dimaxion. C'est la Dimaxion Map. Et c'était un type très très visionnaire qui, moi, ça m'a marqué. C'est ce genre de visuel, par exemple. Et ça, c'est des dômes géodésiques. J'en ai jamais représenté réellement. C'est lui en bas. Et en haut, à gauche, c'est le Black Mountain College avec des étudiants très très enthousiastes qui montent un dôme géodésique. Et après, le but, c'était que ça soit facile à transporter, parce que il y avait une espèce de ratio surface au sol et surface exposée à l'extérieur qui faisait que l'igloo, en fait, l'hémisphère, c'est le meilleur rapport surface volume à chauffer et surface au sol. Donc ça, c'est une grande surface au sol et tu dépenses pas beaucoup pour chauffer, et en même temps tu peux faire une grande liberté, c'est hyper solide. Donc voilà, ça m'avait marqué, et du coup moi ça m'a fait penser, là c'est une grosse concrétion de ces 7 toiles là, en fait, où j'avais vu aussi la maison Bulle. Ça c'est plus une sorte de folie d'un architecte qui s'appelle Antti Levague, et qui appartient maintenant à Pierre Cardin. Elle a été vendue récemment, je crois, mais c'est sur l'Esterel. Donc c'est un vrai palais fait de bulles qui a que des pièces rondes. Et du coup, moi, ça m'a fait penser à une sorte de sous-marin du futur. Et en même temps, je lisais Jules Verne, je lisais 20 milieux sous les mers et tout. Et je me suis dit, c'est le Nautilus, en fait. Et comme dans Jules Verne, dans 20 milieux sous les mers, le capitaine Nemo, c'est un raja indien qui a inventé plein de nouvelles technologies et qui a inventé un sous-marin avec lequel il se déplace dans la mer, et puis c'est un esprit vengeur comme ça, et puis il meurt à la fin, mais il réapparaît dans l'île mystérieuse. Donc en fait il n'était pas mort, mais dans l'île mystérieuse il meurt à la fin, et je me suis dit que du coup il était toujours pas mort et qu'il était allé sur une autre planète. Donc en fait c'est un peu une autre planète, et j'avais aussi envie de représenter la Terre comme une planète une planète extérieure. Et il y avait aussi, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 2 ans, il y avait plein de projets de terraforming où on voyait des images
peu comme les images de projets d'architecture, mais projets d'architecture sur Mars et tout. Donc voilà, ça avait fait ça. Alors là, j'ai remis cette image que vous avez déjà vue, de quelqu'un qui tombe dans un paysage, parce que moi j'aime pas du tout le mot écologie, mais je pense que c'est comme si les écolos ils auraient aucune chance du moment qu'ils s'appellent écolo en fait. Et mais du coup, par exemple, Fuller, il avait déjà ses préoccupations de pas dépenser beaucoup d'énergie, etc. Et donc, mais avant que l'écologie existe, comme Lévi-Strauss, c'était un écologiste avant que ça existe, mais du coup, là, on voit un personnage qui tombe dans un paysage. Et c'est plus une sorte d'amitié. Il nous dit, c'est plus, il a l'air un peu déprimé, genre un peu romantique, et puis il tombe dans le paysage, et puis c'est comme si, en fait, le paysage allait un peu le recueillir. Et du coup, après, j'ai fait cette peinture qui est un personnage qui se fond un peu dans le paysage, comme ça. Et qui est, pour moi, c'est un peu... Comment dire, déjà, c'était intéressant à faire... c'était à partir d'une photo que j'avais bien aimée, c'était une pub pour Benetton, où ils avaient tricoté, ils avaient fait un tricot qui ressemblait au paysage derrière, donc ça, je me suis servi de ça. Et j'aimais bien parce que c'était une sorte d'amitié entre le décor aussi peut-être et le sujet. Le décor devient le sujet et inversement. Alors ça c'est une série un peu maison de campagne. En fait ça c'est des toiles qui font 1,50 m de haut chacune. Et ça c'est une collaboration avec Hermès c'est des toiles qui sont dans les vitrines maintenant de la boutique qui est au Faubourg Saint-Honoré à Paris, si vous voulez les voir. Et donc c'est l'histoire d'un week-end d'un mec qui est hyper énervé, qui arrive en voiture à fond, et après il se calme tout de suite, il arrive dans sa maison de campagne, il y a des gros plans un peu comme au cinéma et tout ça. Il y a des petits ponts, et il y a des... Donc voilà, ça c'est un peu un principe d'amitié. Mais qui commence pas bien et puis qui se termine plutôt bien. Voilà, quand ça aussi c'est une figure qui se fond un peu dans... Je trouvais une image d'une fille dans l'eau comme ça. Dans mes archives, j'avais pris en photo ma copine dans la piscine. Et en fait, il y a son corps et tout qui était super perturbé par l'eau. Donc, c'est comme si l'eau, c'est une sorte d'élément qui modifie les contours du sujet. Donc il y a un entremêlement. Et ça fait partie des choses. J'avais une conférence de Marc Desgrandchamps qui parlait du fait que quand des objets ou des éléments sont exposés à la lumière très forte dans le sud de la France par exemple, ça peut provoquer des contours sur les objets qui sont hyper prégnants et qui donnent l'impression qu'on est en train d'halluciner en fait. Et c'est ça en fait, ces toiles, c'est un peu des hallucinations aussi. Donc ça c'est rien à voir, mais ça c'est parce que moi j'aime bien c'est juste, c'est une présentation qui est chronologique en fait. Donc parfois, c'est même s'il y a des trucs qui ont l'air d'avoir rien à voir les uns avec les autres, ou peu, c'est parce que je suis passé par des... là, j'ai eu une commande, donc ça m'a coupé. On comprend un peu le rapport entre celle-là et celle-là. Mais là, j'ai été coupé un peu dans mon élan pour faire autre chose. Et là, c'est pareil en fait. On m'a dit, pour un projet de décor, il faudrait représenter un décor qui soit comme des peintures de Fra Angelico, avec ces montagnes un peu comme ça. Ça, c'est une thébaïde. Donc ça représente la fuite en Égypte de Joseph et Marie avec Jésus. Parce que ils ont eu une prophétie que Jésus allait être tué,
tous les enfants, les nouveau-nés allaient être tués, donc eux, ils sont prévenus. Ils s'en vont en Égypte. Et ça, du coup, c'est Fra Angelico, donc à Florence, un peintre moine qui s'imagine l'Égypte. Donc, en fait, c'est pas du tout... Mais il s'imagine qu'il y a des montagnes, un peu comme ça, et puis il fait des petites maisons, puis il y a des photos un peu basse-def, mais il y a des petits ponts, Donc moi, j'ai fait juste... j'ai pas repris les personnages, mais j'ai fait une image à partir de ça. Donc ça, c'est l'image que j'ai faite pour ce décor. Un peu minéral comme ça, et en fait j'ai pas changé grand chose. Là toutes les montagnes sont du même côté, et moi comme c'était un format carré, je voulais que les montagnes se rencontrent un petit peu comme ça. Et après j'étais très content d'avoir fait ça. Au début ça me saoulait parce que ça n'avait rien à voir avec mon travail, et j'étais pas à l'aise, et puis finalement je l'ai fait et puis ça m'a plu. Et du coup, après, je me suis dit, c'est bien, c'est dans les mondes imaginaires, c'est souvent des mondes flottants, donc très verticaux comme ça. C'est systématique hein, dans tous dans Avatar, dans plein de dessins de Moebius. C'est des mondes flottants très verticaux, et c'est aussi pratique parce que c'est un mode de représentation où on peut tout représenter un peu en perspective cavalière comme ça, et on n'est pas contraint par les lois de la perspective avec un point de fuite et tout ça. Donc après j'ai un peu récupéré ce principe pour refaire des montagnes. Là aussi il y a un personnage qui est un peu une sorte de géant dans le paysage, on le voit pas très bien. Mais voilà, donc là il y a une confusion. Là je me suis servi de ce que j'avais fait pour une commande en fait, pour le réintégrer parce que j'avais bien aimé dans un travail que c'était plus personnel. Pour pas trop perdre mon temps aussi non plus. Alors voilà, ça c'est des images sources pour une autre image. Ça c'est des inondations en Allemagne en 2013. Et du coup, ça c'est une piscine, et puis en dessous, à droite, on voit l'annihilation du paysage par l'eau saumâtre. Et du coup, moi, ça c'est une synthèse un peu de ça. Donc ça c'est une piscine qu'on voit de haut, avec un paysage très un peu supprimé par l'eau ou la terre. Du coup, on ne sait pas trop ce que c'est, mais voilà. Donc ça c'est une pub pour un lampadaire Leroy Merlin. Et j'aimais bien l'acier comme ça, l'acier brossé et tout ça, et je me suis dit qu'il fallait faire une sorte de peinture de Magritte sur le jour et la nuit, enfin un lampadaire allumé en plein jour, et donc j'ai fait ça avec ce lampadaire contemporain quoi. Parce que ça m'énervait que le lampadaire dans la toile de Magritte, si c'était pas un lampadaire à gaz, ça aurait pu être une toile de maintenant. Donc j'ai essayé de faire cette toile. Donc ça c'est un doublon. Alors ça c'est une peinture que j'avais faite. Ça c'est une peinture qui est au Louvre, d'un peintre qui est pas très connu, et j'ai pas sur son nom d'ailleurs. C'est un peu la honte. C'est pas grave. Mais ça, c'est une nativité, donc c'est Jésus qui est né avec Joseph et puis Marie. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est que ça soit un peu une ruine, la grange, ça soit une ruine. Et en fait, c'était romain avec Zerme et tout. Ils avaient fait sur c'est une proposition sur la récupération des matériaux, je crois, pour faire une revue, et je trouvais ça bien de voir que voilà, c'est la naissance de Jésus dans une ruine, mais ça n'a pas l'air de déranger le peintre en fait que le bâtiment soit pas fini ou un peu détruit, on sait pas trop. Et du coup, j'ai utilisé la partie construction de la grange pour faire
une toile qui est un peu sur la... comment dire, c'est un peu un lendemain de cuite avec... Enfin, j'ai utilisé... je voulais faire ça, en fait, comme une sorte d'hallucination où les personnages sont dans le décor comme dans un... Comme si en fait le paysage là accueillait des types qui ont passé une nuit dehors à faire la fête et qui se sont endormis comme ça. Et à la fois ils sont perturbés par l'état un peu altéré de leur soirée, et en même temps ils sont quand même accueillis par ce paysage. J'aimais bien cette idée de paysage rassurant comme ça. Ça c'est une toile qui représentait les colonnes de Palmyre. Bon, ça m'est venu comme ça, au moment où Palmyre, il y avait des bombes qui explosaient de l'État islamique. Pardon. Ils avaient fait exploser ça, mais du coup moi je connaissais pas Palmyre avant. Du coup j'ai vu des photos de cet endroit qui avait l'air trop beau et tout, et j'ai eu envie d'en faire une toile des colonnes de Palmyre. Et puis il y a un autre paysage qui vient se mettre sur l'espèce de termitière. Il y a un autre paysage où il n'y a plus rien. Enfin c'est une sorte de pré-paysage sans... Il y a le paysage avec les colonnes et il y a un autre paysage qui n'a plus rien à voir mais qui est sans rien. Et après, voilà, j'ai senti le besoin de réintégrer encore les figures. Donc ça, c'est un portrait de mon coloc avec cette même... je voulais me servir de cette même perspective un peu cavalière de la peinture que je vous ai montrée avant, pour mélanger, en fait, pour faire une sorte de visage-paysage. Et c'est un peu une hallucination aussi. C'est-à-dire, c'est le principe de pareidolie, c'est quand on voit quelque chose dans un paysage qui n'est pas... C'est quand on voit, par exemple, un visage dans les nuages. Quand on regarde les nuages, on se dit, ah, ça c'est un cheval, ça c'est un truc. Et ce qui revient à chaque fois, c'est qu'on peut faire un visage avec à peu près n'importe quoi. Parce que aussi, c'est là où notre attention, c'est là où notre cerveau reconnaît le plus de subtilité plastique, c'est dans le visage, parce que c'est comme ça qu'on reconnaît l'identité et tout. Donc j'avais beaucoup de mal à faire des visages techniquement et d'assumer en fait ce que je faisais parce que je les trouvais pas beaux. Et j'arrivais pas à dessiner suffisamment bien, ou enfin je sais pas. Et du coup, je me suis dit, il faut que tu passes par un biais et il faut que tu te serves de tous ces moments où tu vois des visages dans tout, comme le camion avec le masque tout à l'heure. Et j'avais fait ce dessin avant tout, qui était un peu une tête, voilà, avec les cyprès, enfin et puis des éléments de végétation, des trucs très simples qui faisaient une sorte de visage comme ça, un peu à la Antonin Artaud. Et après, je l'avais fait en grand. Du coup là c'est un peu une vanité parce que là c'est carrément un peu un crâne quoi. Il y a des ça représente des yeux, la bouche, et on n'est pas obligé de le voir non plus, mais le titre l'indique. Et ça c'est une autre version qui est beaucoup plus grande, qui fait 2 mètres par 2 mètres. Et voilà, ça c'est la dernière peinture. Donc ça c'était dans un film dans un film de Polanski qui est pas très bon, mais qui s'appelle La 9e porte, avec Johnny Depp. Et à un moment, il a un ange gardien en fait qui le protège parce qu'il doit réunir des livres qui sont, s'ils sont réunis, Satan va arriver sur Terre et tout ça. Et donc il y a, je crois que c'est Mathilde Seigné qui est un ange gardien et qui suit partout en moto et qui le sauve tout le temps. Et du coup j'aime bien ce principe d'ange gardien aussi, qui est un peu un ange gardien de la peinture, qui a
C'est comme si la peinture devait presque plus exister dans le futur, mais que, je sais pas, il y aura toujours des gens pour la faire, et puis voilà, c'est tout. Merci.